Voilà. Mesdames, messieurs, bien le bonsoir. Bienvenue. Conseil municipal, en l'absence de M. Bousquet là, en vacances. Donc, on est vraiment heureux de vous accueillir. J'en profite d'ailleurs pour souligner la première présence de notre conseiller municipal du district de Diane Boivin, qui a été élue au mois de décembre. Re-bienvenue. Merci, Diane. Là. Donc, permettez-moi aussi peut-être de vous offrir mes meilleurs vœux, même si on est le 20 janvier. Je pense que c'est une tradition importante. C'est bon jusqu'à la fin du mois. C'est bon jusqu'à la fin du mois. Alors, écoute, c'est ça, la santé puis l'énergie pour s'occuper des vôtres, pour s'occuper de la communauté, pour s'occuper de l'environnement, notre planète qui en a besoin. Alors, plaisir, enthousiasme. Donc, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à Harford pour 2025. Merci d'être là, hein, malgré le froid. Vous êtes tous présents en personne. Il y a aussi des gens qui sont en Zoom et par la plateforme le Zoom. Puis j'en profite pour les personnes qui sont sur la plateforme Zoom de vous inviter peut-être à utiliser davantage la galerie qu'on appelle dans le View pour un meilleur visuel, parce qu'il faut juste souligner que notre salle est très multifonctionnelle, donc on n'a pas un système de caméra et de filage A1. Donc, on doit s'adapter. Donc, pour les gens en ligne, si vous utilisez dans la vue, la galerie, ça peut aider au visuel. Il n'y a rien comme être en personne. Alors, donc, on a, comme à l'habitude, ce soir, on a deux périodes de prise de parole. La première, pour des intérêts généraux, en tout cas qui concernent la municipalité, vos préoccupations, vos souhaits, vos questions. Alors, et la deuxième période à la fin, qui est davantage dédiée aux points qui ont été traités dans l'ordre du jour de ce soir. Alors, écoutez, sans plus tarder, je prendrai une proposition pour adopter l'ordre du jour de la séance du 20 janvier 2025. Propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, l'adoption du procès-verbal, nous avions une séance extraordinaire, hein, c'était le budget le 2 décembre dernier. Donc, je prendrais une proposition pour adopter ce procès-verbal. Oui, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du budget tenue le 2 décembre 2024, tel que rédigé par la greffière. Je vais continuer de proposer aussi d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre qui a suivi, donc, le 2 décembre 2024, rédigé par la greffière. Merci, Mme Javelin. Alors, on a des dépôts de documents. C'est comme une tradition. La greffière nous nomme les documents qui sont déposés officiellement. À vous la parole, Mme Poivert. Merci, Mme la mairesse. C'est situation budgétaire cumulative au 31 décembre 2024. La liste des comptes à payer en date du 31 décembre 2024. Les dépenses des fonctionnaires ou employés, conformément au règlement numéro 947 du mois de décembre 2024. Et le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires, Mme Diane Boivin, conseillère au district numéro 5. Merci beaucoup. Ça fait le tour. Alors, nous sommes déjà rendus à la première période d'intervention. Donc, vous êtes plusieurs dans la salle. Donc, je vous invite, on va commencer par prendre d'abord les noms. Puis ensuite, je vous donnerai la parole au fur et à mesure. On va commencer donc dans la salle à ma droite, s'il y a des personnes. Denis Vigneault. Denis Vigneault. Benjamin Anctil. Benjamin Anctil. Derrière, ça va? Monsieur? Luc Leclerc. Monsieur Luc Leclerc. Claudine Binet. Claudine Binet. Binette, oui, Mme Binette. Jacques Pomerleau. Jacques Pomerleau. Marie-Claude Simard. Marie-Claude Simard, bonsoir. Ça fait le tour pour les prises de parole. OK, donc, est-ce qu'il y a des personnes en ligne, juste avant de savoir si c'est des personnes en ligne? Oui, moi, Sylvie Drainville. OK, tantôt, c'est juste pour savoir. On Oui, aura. pour moi, Sylvie Drainville. OK, merci. Drainville. Sylvie Drainville. OK. Alors, la consigne, donc l'esprit de synthèse, mais on est là pour vous écouter. Donc, donc on vous invite d'abord à prendre la parole, M. Vigneault. On est en duo. Ouais. Oui, On fait ça à deux. on perd. Exact. M. Anctil et M. Vigneault. Alors, bonjour tout le monde, Madame la mairesse.
Messieurs, mesdames les conseillers, moi je suis Denis Vigneault, je suis un résident du 13e rang depuis 2001 et du rang 18 précédemment à ça depuis 1994. Donc en fait, j'habite là, on va vous parler du 13e rang ce soir. J'habite en fait le 13e rang depuis une trentaine d'années. Et puis, on a été en mesure de constater depuis 30 ans que ça a évolué là, de bien des façons, le 13e rang, mais notamment au niveau de la circulation automobile. Il y a beaucoup plus de circulation automobile. Je n'ai pas de calcul scientifique, je n'ai pas posé de petites bandes à terre, mais on se rend bien compte que le 13e rang est beaucoup plus utilisé qu'il l'a déjà été. Les gens vont aussi beaucoup plus vite que ça allait. Et puis, c'est rendu, notre constatation, en fait, c'est que il y a un enjeu de sécurité pour ceux qui sont pas en automobile, ceux qui sont à pied, ceux qui sont en vélo, ceux qui sont à cheval, ceux qui sont en fait qui se promènent de toutes sortes de façons autres que dans un véhicule motorisé. Alors, mon collègue et voisin Benjamin et moi, ça fait un petit bout de temps qu'on jasait de ça. Et puis, on s'est dit, ce serait peut-être une bonne idée qu'on puisse adresser cet enjeu de sécurité-là au conseil municipal, puis de voir comment on pourrait rendre ça plus sécuritaire. Alors, ce qu'on a fait, on a consulté nos citoyens, nos voisins. On a fait du porte-à-porte. Moi, personnellement, j'en ai fait pendant 2 grandes journées. Benjamin et sa famille également pour voir comment les gens trouvaient cet enjeu de sécurité-là dans notre rang. Et puis, ce qu'on constate aussi, ce qu'on voulait souligner, c'est que le 13e rang, c'est aussi une des routes les plus utilisées par les nombreux cyclistes de la région. Comme je l'ai habité pendant 30 ans, j'étais à même de constater ça. C'est effectivement, puis je les comprends, les cyclistes, moi-même, je fais du vélo. C'est très beau. 13e rang, c'est très beau. Le Mont Harford, les champs, les cultivateurs, la nature et tout ça. Euh, vous êtes à même, vous aussi, de le constater, Madame la mairesse. Donc, c'est la première constatation qu'on fait. On a fait signer une pétition. Dans le fond, quand on a consulté les citoyens, on leur a demandé s'ils étaient d'accord à signer une pétition avec certains considérants. Je vous les résume rapidement. Je vous parlais d'une des routes les plus utilisées par les cyclistes. C'est souvent utilisé comme un circuit officiel pour des compétitions amateurs de course à pied, de vélo également. On pose des petits cônes, puis il y a des compétitions. La ville de Magog organise ça, puis ça fait partie de tous les circuits. Tout le monde qui fait du vélo dans la MRC passe sur le 13e rang parce que il est beau, c'est le fun, c'est agréable. Et puis évidemment, on met des mesures de sécurité quand ça se fait. Donc, il est beau. C'est la beauté de la villégiature, la vue exceptionnelle qu'on a sur le mont Harford. Tant qu'à moi, je pense que c'est un des plus beaux rangs de la MRC, Memphremagog. Alors, euh, il y a aussi un autre considérant qui est le fait que l'accotement du rang n'est pas asphalté. Il n'y a pas d'accotement. Alors, il y a une ligne, la ligne centrale, et puis les lignes qui délimitent le rang. Puis à côté, ben, puis même des fois, même l'asphalte ne se rend pas jusqu'au bord. On le sait, je pense qu'il y a même des prévisions de refaire des bouts d'asphalte éventuellement dans la prochaine année. Mais bon, euh, donc l'accotement est dans un état, je dirais, j'oserais dire piteux à certains endroits et dangereux. Des trous. Ça ressemblerait à quoi si on y est avec vos demandes? Je vois qu'il y a beaucoup, effectivement, il y a un état des routes Dans le fond, je me présente aussi, là, j'habite à Offord depuis 4 ans, en 2021, sur le 13e rang. Je me suis installé avec ma première fille quand elle avait 6 mois. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai eu ma deuxième fille. Puis depuis 4 ans, on voit effectivement que la situation s'est dégradée. On a fait signer la pétition. On est une centaine de personnes, plus d'une centaine de personnes qui ont signé la pétition. Là-dessus, il y en a 70 là, qui sont résidents d'Offord. Donc, puis plusieurs là-dedans qui sont résidents sur le 13e rang. Le constat est général, c'est dangereux circuler de façon active sur le 13e rang. Ce qu'on demande au conseil municipal, c'est à court terme de réduire la vitesse sur le 13e rang, de mettre en place des mesures dissuasives. Je sais qu'il y a une campagne qui est prévue avec des radars en temps réel, interactifs. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut avoir, cette campagne-là dure 2 semaines. Quand le radar est parti, la vitesse augmente. Est-ce qu'on peut avoir des mesures plus
à long terme, pérenne, et puis d'augmenter la surveillance aussi sur le 13e rang, parce que la limite, elle est à 70, mais le monde roule bien au-delà de cette limite-là, puis c'est ça qui fait que c'est dangereux. Fait que ça, c'est notre demande à court terme. On pense que c'est raisonnable, ça coûte pas cher, c'est facile à mettre en place, mais à long terme, ça va prendre des façons plus structurées d'assurer la sécurité sur le 13e rang. On veut promouvoir le bien-être de nos citoyens, on veut profiter de la nature, c'est écrit dans le slogan de la ville. Donc, si on veut que ça se réalise, il faut mettre en place des mesures pour le faire. Donc, on propose de mettre en place un comité de travail qui va travailler avec les fonctionnaires de la ville, d'autres citoyens, d'autres résidents du 13e rang pour pouvoir trouver des solutions à long terme à cette problématique-là. Parfait. Ben, écoutez, je pense que le conseil va étudier effectivement de façon importante cette situation-là. On la connaît, les enjeux de sécurité sont pas juste sur le 13e, mais assurément, vous êtes bien représentatif des résidents. Alors, je ne sais pas si vous avez... Une pétition, vous voulez qu'on la dépose? Ou... Oui, fier. Fier. Puis, avec vos coordonnées, c'est ça qu'on comprend, donc avec... Okay. Là, j'ai pas mis mes coordonnées. De pouvoir, M. Anctil, puis... Bon, on peut la déposer d'ici la fin de la séance. On va vous allez pouvoir donner vos coordonnées. Ça Parfait. va? Merci, on a fait ça dans le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'intérêt du temps que vous mettez pour améliorer les conditions de vie. Le Conseil va absolument traiter cette demande-là avec intérêt. Merci. Alors, Mme Boivin, M. Leclerc? Bonjour. Bonjour. Permettez-moi de me présenter, Luc Leclerc, ancien pompier d'Offord. Premièrement, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas en accord avec la décision qui a été prise de fermer le SSI Offord. Puis je trouve ça dommage pour les citoyens, pour l'avenir de la municipalité, mais mon opinion ne changera rien. En vérité, je suis ici pour vous remercier d'avoir souligné mes 30 ans de service, d'avoir pris le temps d'ajouter aux minutes du procès verbal du 2 décembre 2024. D'avoir souligné mon implication et mon professionnalisme dans ma profession et de m'avoir offert un certificat de reconnaissance. Du fait même, je vous ferai remarquer que ce certificat n'a pas été signé. Personnellement, je trouve que le fait de signer un document lui fait perdre de sa valeur, mais qui en est à l'image de M. Lambert. Merci beaucoup. Si on va avertir tout de suite, on va mettre fin. Non, c'est pas pour vous. De façon générale, on va vous inviter à ne pas passer dans les accusations personnelles. Ça va être apprécié. Merci. Alors, Mme Binette. Bonsoir. Alors, je me présente, je suis Claudine Binette. Je suis résidente d'Orford depuis 10 ans maintenant, 97 chemin Tamia. Je suis ici pour représenter un bon nombre de personnes de mon district. Il y en a quelques-uns qui sont ici et d'autres qui sont à la maison. C'est ma première prise de parole devant le conseil. Donc, je suis devenue une citoyenne intéressée par la chose municipale parce que je trouve qu'on vient toujours chercher plus d'argent dans nos poches depuis quelques années à Orford. Et j'aimerais bien qu'on m'explique, je suis préoccupée par la hausse constante des taxes municipales, moyenne de 19 sur 4 ans, alors que je constate que dans mon secteur, on a de moins en moins de services. Parce qu'on l'a dit aussi, là, les services incendies ont été redirigés vers Magog. Donc, notre secteur, on est un petit peu biaisé à ce niveau-là. On a perdu de nos services. Donc, je veux juste soulever que la variation des taxes municipales en 2022, 3,1, 2023, 5, 2024, 4,8 et 2025, 5,9, ce qui représente 19 sur 4 ans. Je me questionne principalement sur le projet du pavillon communautaire qui était estimé à 1,6 million en 2021, avant la dernière élection, et qui est estimé maintenant à 5,8 millions. Puis, ça va juste augmenter parce qu'il n'y a pas vraiment encore de décision concrète de prise, de plan et de choses comme ça, je pense. Je souhaite connaître le processus qui mènera à l'adoption d'un règlement d'emprunt de 5,8 millions qui endettera la municipalité pour les 20 prochaines années. Vous prévoyez dépenser 800 000 sur les 5,8 en 2025 pour les plans et devis pour préparer l'appel d'offres. Mes questions sont les suivantes. La première,
comment la dépense de 800 000 qui sera faite en 2025 qui nous mettra d'ailleurs le bras dans le tordeur, parce on va s'engager dans une partie des dépenses de 6 millions pour 2026. Puis ça, c'est avant, on fait la dépense de 800 000 avant l'élection, mais le reste va être fait après l'élection. Donc, allez-vous soumettre ce projet-là aux citoyens, puis est-ce qu'on va pouvoir en quelque part se prononcer ou l'autoriser? Ça, c'est ma première question. Est-ce que voulez-vous que je continue la deuxième, puis la troisième, vous répondrez tous? Tout à fait. OK, parfait. Parce qu'on a un délai, là. Oui, c'est bon. La deuxième question, c'est quel va devenir l'impact sur le compte de taxes moyen d'un citoyen d'Orford considérant cette dépense-là? Parce qu'en plus, on voit que le PTI est passé de 16 millions à 25 millions entre 2024 et 2025. Donc, il y a eu une bonne augmentation du PTI. Ça, je veux savoir ça, l'impact de l'endettement pour les 20 prochaines années. Puis la question 3, quel est le processus pour questionner ou s'opposer à ce projet si on n'est pas d'accord en tant que citoyen? Est-ce qu'il y a un processus qui doit être mis en place, un registre, une pétition, chaîne de lettres et tout ça? Parce que les plans et devis qui étaient prévus, ce qu'on dit, c'est qu'avant même les plans et devis, il est passé en 2022 de 1,6, ensuite à 3 millions, puis maintenant il est à 6 millions. Je me questionne sur ce projet-là en premier lieu. Merci. Oui. J'ai terminé. Parfait. Bien, d'abord, je trouve que la question de la perception sur la diminution des services, la municipalité n'a pas diminué ses services aux citoyens. Donc, c'est peut-être une perception que vous avez, mais je veux vraiment vous rassurer. La municipalité d'Orford ne diminue pas ses services aux citoyens. Il y a la question du service incendie. On a des données, c'est bien documenté. Je veux dire, il n'y a aucune perte de service. Okay. Il y a une économie importante qui se fait pour ce service incendie-là. D'ailleurs, pour la question des services incendies, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres questions, mais ça va être important. Donc, j'avais le goût de vous rappeler, on a vraiment fait un bulletin d'information. Je ne sais pas si vous êtes abonné à l'Infolette, un bulletin d'information archi détaillé. Oui, okay. Je l'ai pris, je l'ai lu. Oui. Donc, pour ce qui est donc je voulais vraiment vous dire ça. Là, si jamais vous avez des sentiments précis de perte de service, c'est important de nous interpeller pour qu'on vous informe ou qu'on voit s'il y a une problématique précise sur les services. Le projet du centre premièrement, c'est un processus, les consultations, nous autres, c'est dans notre ADN, là, puis je veux dire, donc dans le sens que il y a les processus de règlement d'emprunt sont prévus par la loi. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes où les gens sont consultés. C'est un projet qui attend du financement. Donc, je vous corrige, c'est pas vrai qu'on va aller en règlement total. Pour le total. OK, ça, c'est important. Le conseil municipal, dans le fond, puis je vous dis, ça fait quand même 5 ans, ça fait des années que les organismes, OK, c'est pas nous autres qui avons besoin, c'est vraiment la communauté, les citoyens, plusieurs groupes de citoyens, des organismes communautaires qui ont besoin d'avoir des lieux. Il faut savoir que avant, il y avait déjà, juste pour vous donner une idée, le camp de jour. Je vais faire ce cours aussi pour respecter mon temps à moi, mais dans le camp de jour, ça a déjà été au Parc national du Mont-Offord, au chalet du Lac-Fraser. Là, ils sont rendus, ils ont été aussi à Offord de musique, ils ont été à Montessori. Là, ils sont rendus dans la rue. Mais on les a hébergés cet été dans le parc, donc il y a une responsabilité. On a besoin de locaux qui sont dans le stationnement du village. Okay. Les organismes en loisirs, il y a les prix à la corporation du chalet de ski sont rendus incroyables. Ça nous coûte des milliers et des milliers de dollars pour louer la salle pour les organismes de loisirs. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, sur 10 ans, ça va nous coûter 100 000 $ de location d'une salle au chalet du centre de ski, alors que donc les besoins sont là. Donc, c'est beaucoup plus une question d'investissement. Après ça, je comprends que si on ne l'utilise pas personnellement, on est moins d'accord, mais ça, c'est là, un conseil municipal, c'est là pour ça. Donc, ça prend beaucoup d'informations, ça prend des places. Si vous n'êtes pas d'accord, il va y avoir un processus référendaire. Moi, je suis convaincue que, je pense, quand on va être rendu là, qu'on va présenter les choses, qu'il va y avoir une adhésion suffisamment importante. C'est mon humble intuition. Mais ceci étant dit, on attend vraiment des réponses du gouvernement du Québec pour aller de l'avant dans ce projet-là. On ne va pas. Vous avez déposé un programme dans un programme? Les prêts, lequel? Le PRACIM, je n'irai pas dans le détail. Le PRACIM, moi, je connais ça. Donc, on attend
et on attend, là, on a fait des démarches, mais OK. c'est le début de l'année. Donc, on espère que le gouvernement du Québec va réouvrir le PRACIM. On est prêt à déposer avec un financement extrêmement important. Donc, puis on pourra vous donner à ce moment-là L'impact. les dépenses. On les a toutes OK. calculées. Parfait. Bon? C'est bon. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Plaisir. On se reprend à un autre temps. Monsieur Pomerleau. Je ne peux pas se poser de parler. Ben, vous êtes là. Je suis là, Vous êtes mais là? je suis venu ici un peu à la dernière minute. Mais dans le fond, c'était surtout pour parler des évaluations municipales qu'on Oui. a reçues. Bon, parce que moi, je suis au lac Beaucœur, puis on est 8 terrains OK. avec un terrain commun qui est sur le bord de l'eau, mais les 8 terrains ne sont pas sur le bord de l'eau. OK. Alors, moi, j'ai eu ma première évaluation parce que j'ai une bâtisse assez récente, en août 2023. Et là, l'évaluation de 2024, c'est comme le double. Oui. C'est pas parce que c'est une vieille évaluation de 20 ans, là, Non. ça faisait un an. C'est ça. Alors, c'est surtout aussi le fait du terrain commun qu'on a, qui était, là, je vous dis des chiffres, c'est pas tout précis, qui était évalué à 180 000. Puis là, dans notre nouvelle évaluation, c'est comme si vous aviez pris le 180 000, l'avez rajouté, je dis vous, Oui. qui a été rajouté à chacun des 8 propriétaires de terrain et redescendu le terrain commun à 300 dollars. Et il y a d'autres situations autour de là qui sont similaires, qui ont des terrains communs, puis ça n'a pas été la même chose du tout. Fait que dans le fond, ma question, c'est pourquoi nous, c'est totalement différent des autres? Et ça fait quand même, c'est doubler au global, là, la propriété comme doubler d'évaluation à un an. Je comprends qu'il y a c'est beaucoup, là, je trouve. Là. Oui, oui, mais c'est encore une question de perception, mais il y a des dates, en fait. Là, est-ce que M. Cardin, pardon? Oui, il y a des délais. Est-ce que dans le fond... Juste avant, excusez-moi. D'ailleurs, il y a une de ma voisine qui a envoyé un courriel à la municipalité et à ceux qui font l'évaluation. Et ils ont répondu qu'ils ne comprenaient pas. Pourtant, les chiffres étaient quand même assez clairs, mais je vous dis ça en passant. Fait que, dans le fond, Peut-être que je pourrais voir avec l'évaluateur comment, pour pouvoir mieux comprendre. Là, comme ça, je ne pourrais pas vous répondre, mais assurément, si vous voulez donner vos coordonnées à Mme Boisvert, on pourra faire un suivi OK. Auprès de vous. Bon. Est-ce que vous dites que vous avez déjà adressé un courriel, votre voisine a adressé un courriel Au à nom la de tout le monde. municipalité? Tout le monde a. OK, donc on aurait déjà les coordonnées d'un répondant, de répondante de votre Oui. groupe. Oui. OK, OK. bon, On va sur un suivi. OK. Tu sais, on veut au début Comprendre. comprendre, Ben au oui. moins, Oui. parce que c'est pas logique. Oui, clairement. Bon, ben, sur ce, merci et bonne fin de soirée. Ben, merci à vous. Madame Savard. Simard, Ouais, oui. pour le Pareil. C'est correct. Bonjour, Marie-Claude Simard, je suis citoyenne du secteur Nord, Lac-Beaucœur, Ah oui. depuis 20 ans. Mhm. Et c'est la première fois que je viens au conseil. Alors, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui me fasse venir vraiment en 20 ans. Et pourquoi je suis venue? C'est parce que quand j'ai vu que la caserne fermait, là, ma question, c'est sur la caserne, puis par des formations professionnelles, j'ai appelé mes assurances pour les aviser parce que je me doutais que j'allais avoir un impact. Mon impact est de 375 initialement. J'ai négocié à 275 annuellement, qui va sûrement, bien entendu, augmenter peut-être de 3 par année. Là, tout augmente dans la vie. C'est sûr que c'est pas un énorme montant, mais quand même, je voulais devant vous pour vous poser la question sur c'est quoi la cote d'assurance? Il y a des cotes d'assurance de 1 à 5 pour le résidentiel dans les incendies. Probablement que vous le savez, la cote des secteurs sud et nord avant votre décision. Puis j'aimerais savoir la cote avant et la cote après, parce que c'est directement lié aux évaluations des assurances. Selon moi, puis cette cote-là, j'ai essayé de la voir. Là, j'ai communiqué avec l'organisme, mais comme je suis une citoyenne et pas une ville, ils ne m'ont pas, bien entendu, donné accès. C'est pour ça que je vous le demande et c'est très normal là, que je n'ai pas accès à ça. Par exemple, la ville de Victoriaville, là, c'est pas long, là, c'est 2 pages là, quand ils donnent les cotes. La ville de Victoriaville avait récemment informé ses citoyens qui étaient très contents parce que la cote augmentait, puis il informait leurs citoyens d'aviser leurs assureurs parce que ça allait baisser les primes. Wow. Dans votre cas ici à Offord, je pense qu'on est dans le contraire. Il y a beaucoup de personnes présentement qui n'ont pas encore avisé leurs assureurs parce qu'ils savent qu'est-ce qui va arriver. Puis ils ne veulent pas
avoir la réponse, puis attendre que les assurances leur disent la réponse, puis ils vont leur dire quand la cote d'assurance va être réévaluée. Parce que les citoyens du secteur Nord, on va avoir une belle surprise si on n'a pas encore appelé les assureurs. J'ai fait un petit calcul rapide, là, si par habitant, là, ça l'augmentait de 50 par année. Là, nous, on est 4, là, j'ai divisé ça par 4, j'ai fait ça. Là, bon. À 3 d'indexation, là, à 1800 citoyens, là, sur 20 ans, là, c'est 2,5 millions. Si on est à 100 par citoyen, c'est 5 millions. C'est la moitié de vos économies que vous nous avez annoncées. Selon moi, là, il y a dans votre décision une grosse portion qui n'a pas tenu compte, c'est l'impact pour le secteur Nord. J'ai lu tout le rapport. Tu sais, vous l'avez mentionné, là, je l'ai demandé le rapport. J'ai lu votre citoyen. Le rapport, je l'ai lu. Je comprends votre décision là, de ce que vous avez fait. Là. Tu sais, je comprends, c'est pas facile. Mais je crois qu'on ne peut pas être un statu quo pour les 20 prochaines années, puis il devrait avoir des considérations, là, dépendamment de la cote puis de l'impact. Mais il y a assurément un impact. Là, vous fermez la caserne qui est à côté de chez nous, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut travailler avec la caserne de bon secours? Est-ce qu'on peut essayer de limiter l'impact des assurances? Est-ce que dans les prochaines années, on peut faire des mesures qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas cet impact-là? Vous souhaitez, dans le fond, qu'on continue à chercher des solutions? Ben oui, qu'on obtienne la cote. Premièrement, qu'on sache la différence de cote de 1 à 5 avant, après. Secteur sud-nord, ça ne sera pas la même cote. Là, ça me surprendrait beaucoup, mais en tout cas. Puis après ça, une fois qu'on l'a, peut-être que vous vous renseignez avec un sondage sur l'impact réel des assurances. Ça va varier par assureur, mais il n'y a personne qui va la descendre, là. C'est une business, les assurances. Là. Puis de voir c'est quoi l'impact réel sur les citoyens. Ça va varier un peu, c'est sûr, mais puis d'évaluer après ça, qu'est-ce que ça va faire. Fait que c'est de partir un groupe comme de travail pour l'impact parce que moi, ça a été sous-évalué. Il y a 2-3 lignes dans le rapport, mais c'est pour ça. Voilà. Merci. Donc, pour la cote, la question de la cote d'assurance, je n'ai pas si M. Lambert a une information là-dessus. Sinon, sûrement, il y aura donc, je ne pourrais pas dire nord versus sud de ce soir-là. Ça représentait quoi? Mais vous dites une cote de 1 à 5, j'avais même dans mon idée que la cote était entre 1 à 10, là, comme souvent. 1 à 10, c'est le commercial. Okay. Puis 1 à 5, c'est résidentiel. C'est résidentiel? Oui. Okay, c'est ça. Fait que c'est pas loin. Mais effectivement, là, je ne pourrais pas me prononcer sur la cote qui était attribuée avant et celle qui est attribuée maintenant. Mais vous pourriez le demander. Puis, ouvrir, là, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce que soudainement vous le sortiez ce soir. Là, c'est parfaitement normal. Bien, effectivement, ça pourrait être intéressant de donner vos coordonnées à la greffière. Pour le reste, je pense que si on a quand même. C'est sûr que c'est une décision politique qui ont fait de l'insatisfaction. C'est ça, puis on le comprend. Là. Mais la question des assurances, nous, on n'a pas la question de faire des études, parce qu'il y a tellement de variables. Quand on a regardé les variables, il y a des compagnies d'assurance qui ont diminué, pas qui ont pas augmenté. Oui. On a vraiment des cas d'espèces. Moi, des cas d'espèces assez extraordinaires. Donc, tout ça pour dire que c'est tellement variable. Il y a tellement de variables aussi dans chacune des situations citoyennes, de résidentielles, que pour nous, la question de faire une étude d'impact n'est pas retenue. Ça ne veut pas dire, parce que pour nous, on n'a pas cette capacité-là. Mais je pense que ce qu'on entend ce soir, c'est quand même, est-ce qu'on a, puis vous nous challengez, puis c'est correct, est-ce qu'on a fait, on a-tu regardé toutes d'autres possibilités avec les autres municipalités? Sûrement, mais ce que j'entends, c'est que, dans le fond, vous nous demandez de s'assurer que tout a été vu pour faire en sorte que la limite ou la cote d'assurance pour les personnes qui ont une caserne de plus de 8 km, je pense. 8 km. Ouais. C'est ça. Mais je veux juste vous dire, même dans cette situation-là, il y a du monde qui n'ont pas eu d'augmentation. Oui, peut-être que la cote n'a pas encore été changée officiellement au bureau parce que c'est trop nouveau, mais quand elle va changer, ils vont peut-être se faire augmenter. Moi, j'aimerais mieux donner mon argent à la ville qu'aux assureurs puis avoir une meilleure protection. Ouais. Mais c'est sûr que la décision, en tout cas, là, on l'entend. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer. Est-ce qu'on a tout regardé? Puis sincèrement, on va le faire. On va faire nos devoirs. Donc, puis vous donner des nouvelles. Oui, c'est ça. Je vais à la pause. Je ne sais pas s'il y a une pause, mais à la fin, je vais vous donner les coordonnées. Merci. Ça va? Est-ce qu'on a fait le tour ici? Madame Drainville.
Bonsoir, Oui, Mme Drainville. oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, OK. Donc, bon, je fais suite à Madame Simard, puisque c'est concernant le service d'incendie. Puis, en fait, mon intervention, c'est une opinion et aussi c'est des questionnements, puis au sujet aussi de la transparence de la part de la municipalité dans ce dossier. Donc, pour aller plus vite, je vais lire, est-ce que c'est correct? Et puis après ça, Ben oui, c'est donc, bien pratique. Dans les médias, tout comme dans le bulletin spécial de la municipalité, en gros titre, c'est écrit Nouvelle entente avec la ville de Magog pour une protection incendie optimale sur l'ensemble du territoire de canton d'Offert. Donc, ensemble du territoire veut dire partout, également pour tous les résidents, me semble. C'est faux, cette nouvelle, ben, c'est surtout pour le Sud, ça avantage encore le Sud. Un peu plus loin dans le bulletin, vous mentionnez que le temps de réponse optimum pour 65% du territoire. Donc, pourquoi avoir dit dans les médias 100%? Pourquoi avoir titré ce bulletin 100% du territoire? À part que pour enjoliver la réalité et pour que les médias et populations en général retiennent que 100% meilleure bonification, tout le monde. Tu sais, c'est comme un petit peu jouer avec les mots là-dedans, là. Vous dites Mais tout. là, oui, c'est quoi votre... Oui, ben c'est ça. Non, c'est parce que je parle de transparence en général dans ce Oui, dossier-là. ça, je peux vous Donc, répondre. vous dites aussi chercher toujours des solutions pour diminuer les coûts. Vous avez planché 18 mois. Vous auriez pu consulter la population pour une décision aussi impactante, mais ça n'a pas été fait. Est-ce que ces travaux importants d'analyse sur 18 mois comportait, j'ai lu les rapports, là, moi aussi, est-ce que ce travail d'investigation sur 18 mois comportait l'analyse du temps pour un camion de pompiers de faire le trajet entre Magog et l'extrémité nord d'Offord, en été comme en hiver? Il me semble que ça aurait été une donnée très pertinente. Je ne l'ai pas vue. Dans les médias, encore, la protection incendie. Vous dites la protection incendie fournie par les pompiers de Magog, 10 pompiers présents en caserne 24/7, renforcera la sécurité des Orférois et Orféroises partout sur le territoire. Encore là, on parle plus du sud qu'on parle du secteur nord. Aussi, vous dites les mairesses et le directeur incendie de Magog affirment pour Offord, en garantie, une réponse plus efficace. Ça vaut pour le sud seulement. La mairesse d'Offord déplore les dommages collatéraux abusifs des compagnies d'assurance. La couverture incendie s'est elle-même améliorée, dit-elle. Ça n'a pas été vérifié réellement de façon exhaustive, là. Concernant les hausses d'assurance, vous dites, il y en a des montants exceptionnels, mais la grande majorité de la population ne vit pas ça, indique la mairesse. Vous ne parlez encore là certainement pas uniquement de la majorité pour le Nord. Vous dites aussi, c'est un effet collatéral qu'on n'avait pas nécessairement vu à cette hauteur-là. On n'avait pas vu cet élément. Je trouve ça désolant. Donc, les super spécialistes qui ont été engagés n'ont pas évalué ce volet-là si important. C'est questionnable. La grande question qui se pose, encore les dires de votre côté, le risque est-il plus grand pour les compagnies d'assurance depuis que le service incendie a été confié à Magog? Au contraire, affirme d'emblée le directeur de sécurité incendie, Sylvain Artaud, le service incendie Je vais vous couvrait inviter déjà. à aller Pardon? direct au... Je vais vous inviter quand même à aller Ouais, direct. moi, mais j'ai dit que je prendrais 5-6 minutes, fait que c'est pas pire, Non, là. mais c'est 3 minutes, puis je vais vous... c'est parce Ah, que mais c'est parce qu'à date, je respectais pas on est les... dans plus que ça. Puis là, si vous m'interrompez, je ne pourrais pas finir. Laissez-moi terminer, s'il Je vous plaît. vais vous OK, inviter, c'est parce que je vous invite OK. vraiment Ben, arrêtez, arrêtez de m'interrompre, OK? Là, je vous pose la c'est moi qui question préside l'Assemblée, quasiment, Mme Grévin. Je vais le faire tant que je vais vouloir le faire. Je vous invite à. ben, J'entends vous- mais est-ce qu'il y a des questions est-ce que je peux précises, me des poser la demandes question? Est-ce précises? que je peux poser la question par rapport à Avec notre, plaisir. Je vous notre écoute. investigation de notre côté? Quasiment tout le monde, sauf les mairesses, le conseil, le directeur, incendie, tout le monde pense pas que faire 24 kilomètres dans le même temps que faire 6 kilomètres. Il faudrait plus de détails. Moi, mon investigation côté des assureurs, toutes les réponses des assureurs disent que nous étions à 6,3 km, on est à 24, on est en forêt avec le meilleur camion-citerne, avec Superman pompier au volant. À leur arrivée chez vous, ça sera déjà presque assurément à 100% en perte totale. Donc, la compagnie d'assurance, les compagnies d'assurance nous disent Oui. que
Si votre municipalité nous fournit une analyse détaillée avec données vérifiées sur le terrain qui démontre et assure que ce nouveau service sera plus ou également performant que le précédent, nous pourrons considérer ne pas ajouter une surprime à vos assurances. Donc, en terminant, nous demandons qu'il serait juste et honnête de déduire annuellement du compte de taxe municipale le montant qui sera ajouté par les compagnies d'assurance pour les citoyens du Nord à cause de l'éloignement important de ce service, ou bien de fournir un rapport détaillé, comme je viens de le mentionner, et de fournir des alternatives, comme par exemple ajouter des bornes sèches pour pouvoir agir plus rapidement quand les super pompiers vont arriver, ou qu'il y ait aussi une surveillance régulière, surtout en été, ainsi que des amendes importantes parce qu'il y a encore beaucoup, fréquemment, de feux d'artifice, hiver comme été, sur la rue, c'est de valeur qui n'est pas là, M. Bousquet, sur sa rue, en face de lui, et il ne se passe rien à ce niveau-là. Voilà, j'ai fini. Bien, merci beaucoup. Ben, pour les demandes, là, effectivement, je pense que ça va dans le même sens. Le conseil va voir là, ce qui est fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour diminuer, pour avoir le maximum, minimum d'impact. Pour ce qui est de la question de la transparence puis la consultation, Oui. je veux dire, c'est clair que je veux juste vous dire, il y en avait quand même on a un comité de travail qui a été mis sur pied. M. Lauzon a été vraiment très actif dans l'analyse. Donc, on n'était pas dans des dynamiques nord-sud. C'est sûr que le nord, c'est plus loin. Vous êtes en forêt. Je veux dire, c'est en forêt. On est loin. On veut s'en aller loin des services pour avoir davantage de tranquillité. Donc, c'est clair que ça peut avoir des impacts sur la question de la distance, notamment celle-là. Donc, je veux juste dire que c'est vraiment, le conseil Mais municipal, on n'est pas dans des dynamiques. Madame Drainville, c'est bon, je vais terminer, puis on va terminer là-dessus, mais je voulais juste vous dire qu'on n'est pas dans des dynamiques nord-sud, puis on veut, ben, on est absolument, on est absolument pas là-dedans. c'est comme ça que c'est affirmé, par exemple. Parce que 100% de la Je vous population, parle c'est plus, pas Madame vrai. Drainville, je parle ça va, là, je veux juste vous dire que de façon générale, la question de la consultation, ben c'est sûr qu'un service, consulter une population sur un service incendie, nous, c'était clair que c'est un travail de conseil municipal. L'impact que Mhm. ça peut avoir sur l'insécurité, sur les doutes, je pense que vous êtes bien conscient que la consultation, on est capable d'en faire dans un cadre où on voit que ça se fait dans des services sur des sujets qui Moins déstabilisent pas important. l'administration et l'organisation. Donc, on assume. Je pense que le conseil a été unanime pendant tout ce temps-là. On est convaincu de notre décision, mais assurément, ce qu'on entend ce soir, c'est on va vraiment continuer à voir s'il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour diminuer les impacts. Alors, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Oui. Oui, absolument. Bonsoir. Trois Bonsoir. questions en rafale, Madame la mairesse et conseiller administrateur municipal. Première question. Il y avait un article dans le Reflet du Lac du 8 janvier qui nous parlait de la place du marché. Avez-vous d'autres informations ou éclaircissements par rapport à sa mise en fonction, les coûts d'opération, ainsi que est-ce que ça va être un marché public pendant l'été qui sera à moins de 3 km de celui de Magog? Non, c'est que le marché, la rue, elle s'appelle la rue du marché. Donc, il n'y a pas de marché prévu. Désolé, effectivement, ça crée de la confusion. Ouais. Pour ce qui est de la place, en fait, les journalistes ça faisait un petit bout, là, des fois, ils ont besoin en tout cas, ils communiquent avec nous pour avoir de l'information. Mhm. Mais c'est un plan, c'est un plan pour le moment. Alors, il n'y a pas une des premières phases, c'est la question plus du centre multifonctionnel. Puis, donc, on est en attente d'aide financière. Donc, c'est sûr qu'on est dans une vision de à moyen terme pour l'ensemble du projet. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres précisions. Moi, j'avoue que je n'ai pas davantage d'informations, outre que c'est une planification de développement territorial dans le cadre du village. Puis pour cette année, on attend de l'aide financière pour faire une pelle filtreur. Est-ce que j'ai des collègues qui... 2025-2026, il n'y a rien au budget pour ça en termes de faisabilité ou d'investissement?
Est-ce que je peux vous préciser? À votre première question, bon, ça s'appelle la place du marché simplement parce que la rue qui mène là s'appelle la rue du marché. Donc, ce n'est pas dans une intention d'en faire un marché public. OK. Donc, je ne vous dis pas qu'éventuellement, un prochain conseil ne pourra pas être intéressé à y en aménager un, mais pour l'instant, c'est absolument pas dans l'air, là, l'aménagement d'un marché public à court terme. Cette aire d'aménagement-là n'est pas relié à celui du centre multifonctionnel. Exact? Le futur centre multifonctionnel, s'il voit le jour, effectivement, va être interconnecté avec la place du marché. On devrait plutôt dire que c'est une place publique qu'on veut aménager en arrière. OK? Donc, il y a des activités qui ont lieu présentement au parc de la rivière aux Cerises qu'on veut qu'ils se tiennent davantage à cette place publique-là où le centre multifonctionnel va offrir des fonctionnalités. OK? Donc, cette place publique-là, OK, elle est appelée éventuellement à avoir des petits immeubles pour offrir une offre commerciale. OK? Donc, c'est un peu le concept. Mais au moment où on se parle, on est à finaliser des échanges de terrain. OK? Donc, il n'y aura pas en 2025 quelque chose de concret qui va se faire. On va travailler sur le financement parce qu'il y a des infrastructures d'aqueduc et d'égouts à y prévoir. Donc, ça va être la première phase. Et ensuite, on va pouvoir commencer à développer l'aspect commercial. Mais on est au premier balbutiement. Là. Il n'y a pas rien de très concret, M. Baptiste, présentement, qu'on pourrait vous donner comme info. Merci. Merci. Deuxième question rapide. Le dernier budget 25-26, c'est quelque chose qui m'avait sursauté, qu'on faisait pour 3 panneaux pour des montants de 30 000 au complet dans le budget 2025-26. J'ai bien compris de faire 3 panneaux à l'entrée de parc pour 30 000 Est-ce que c'est pas que, premièrement, il y avait-tu un appel d'offres? Pourquoi ce montant-là, 10 000 par panneau? Puis est-ce que nos cols bleus municipaux n'auraient pas été capables de le faire eux-mêmes? On vous entend, mais effectivement, il y a toujours des appels d'offres, dans le sens que c'est plus une planification, mais soyez assurés que on Ben, ne vous trouve ne pas trouvez pas d'argent cher pareil. d'avoir 3 panneaux pour 30 000 Je ne sais pas, là, ça m'a fait un petit peu sauter. Oui, j'avoue. Une perspective, là. Considérant l'augmentation du budget municipal, je pense qu'il est le deuxième plus élevé dans les cantons de l'Est, là. Mais ça, c'est un autre sujet. Dernière question en ce qui me concerne. Le développement au coin de Blizzard Nord et de la rue de la Brise, les 55 acres de terrain, est-ce que vous avez une mise à jour sur ce développement-là? Non, j'ai absolument Vous pas dites de... au coin de la rue de la Brise et la rue du Blizzard? Oui. En haut, là, en haut à gauche. Il y a 55 acres de terrain, là. Il se passe quoi avec ça? Y a-t-il une mise à jour? Informé que la municipalité doit construire des infrastructures additionnelles dans son approvisionnement en eau potable Oui. avant d'autoriser toute desserte de ce secteur-là. C'est un secteur qui est obligatoire d'être desservi en aqueduc. Donc, tant que l'infrastructure n'a pas été mise à niveau, il n'y a pas de projet de développement possible là. D'accord, merci. À suivre. Oui, oui, il y a plein de choses comme ça, tout à fait. Merci d'être là et de suivre les dossiers. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris la parole, qui souhaitent intervenir? Sinon, on mettrait fin. C'est des personnes qui sont venues uniquement plus pour la période de questions et qui souhaitent quitter. C'est le bon timing. Donc, on vous remercie. Puis, on va continuer avec la première. Ça va? Bien. Alors, on va aller d'avant. Oui, on vous salue. Excusez, on va. Quelques secondes. Bonsoir. Oui. Alors, on va continuer. On me semble qu'il y a des commentaires sur le chat, mais c'est des éléments qu'on ne tient pas compte là, dans la communication. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole par Zoom, plus de lever la main plutôt que d'utiliser le chat. Bon, alors merci. On continue avec donc l'ordre du jour. Nous sommes rendus au 2.3. Alors, oui.
Alors, conformément à l'article 313 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la membre du conseil suivante, Mme Diane Boivin, conseillère du district numéro 5, a pressé serment devant moi le 9 décembre 2024. Bien, merci. Donc, c'est plus une information. Il n'y a pas de décision à cet effet. Alors, allons-y avec les résolutions avec 2.4. Donc, j'invite M. Brisson à prendre la parole. À vous. Yep. Alors, ouais. Résolution qui concerne l'embauche d'une adjointe administrative au service technique, un poste permanent à temps plein. Alors, considérant que la municipalité désire pourvoir un poste d'adjointe administrative au service technique laissé vacant, considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures reçues, la candidature répondait aux attentes de la municipalité, considérant les vérifications d'usage effectuées et les recommandations positives de la directrice générale adjointe, je propose de ratifier l'embauche de Mme Brigitte Dionne à titre d'adjointe administrative au service technique selon la classe C de l'échelon 3, conformément à la convention collective de travail en vigueur entre la municipalité du canton d'Orford et le syndicat des employés. Excellent, merci. Alors, prochaine résolution, on invite M. Lauzon à prendre la parole pour la présenter. Oui, alors il s'agit, bonsoir tout le monde, il s'agit de confirmer une aide financière à l'organisme SUNIR qui opère dans le cœur villageois et d'autoriser de signer une convention. Donc, SUNIR est un organisme à but non lucratif qui regroupe des citoyens de la municipalité et qui a pour vision de créer une richesse collective autonome et interreliée. Considérant que cet organisme a pour mission de connecter des humains par le plaisir d'agir au service de l'équité, de l'utilité, de l'environnement et de la mixité sociale, considérant que cet organisme a un rôle d'apport culturel important, considérant que cet organisme a fait une demande de soutien financier dans le cadre de la politique de soutien financier aux organismes, aux OBNL de la municipalité, considérant que l'organisme désire utiliser certains locaux et terrains appartenant à la municipalité, je propose de remettre un montant de 6 000 à l'organisme SUNIR pour l'année 2025, d'autoriser la mairesse ou à son absence, la mairesse suppléante et la greffière à signer la convention collective pour la contribution financière. Merci, M. Lauzon. Prochain point, j'invite Mme Blais. Merci à vous, Marie. Considérant que le lot 6 500 093 est une partie de la rue du Véron et le lot 6 500 096 une partie de la rue de la Meuse. Considérant que le conseil municipal désire enfin ouvrir publiquement ces rues. Donc, je dis enfin parce que le délai, ça compte quand même depuis plusieurs mois, mais ça prend jusqu'à l'acceptation. Après l'acceptation définitive des travaux, on doit faire ça uniquement 12 mois après l'asphaltage. Donc, ça s'explique un peu comme ça. Et considérant que le conseil municipal a le pouvoir d'ouvrir une rue ou une partie de rue en respect de la loi sur les compétences municipales, je propose d'ouvrir une partie de la rue du Véron, avec le numéro de lot mentionné précédemment, une partie de la rue de la Muse, avec également le numéro que j'ai mentionné précédemment du cadastre du Québec comme étant des rues publiques. Bien. Ça fait le tour? Ça fait le tour. Bien. Décision prise. Voilà. Mme Jaja. Oui, donc ça concerne un différend qui existe entre la municipalité du canton d'Orford et la régie. Donc, c'est la régie intermunicipale de la gestion des déchets solides de la région de Pontiac, qui est une régie qui s'occupe de toute l'exploitation du lieu d'enfouissement technique et la gestion des matières résiduelles. Donc, il y avait un différend qui persistait particulièrement sur les conditions d'adhésion de la municipalité. Qui avait été prise lors de résolution du côté du canton d'Orford et du côté de la régie en 2016. Donc, d'un commun accord, les deux parties ont opté pour régler leurs différends, je vais dire à l'amiable, mais ce n'est peut-être pas le bon terme légal, donc je ferai attention, mais prévenir, et surtout de prévenir toute contestation dans une perspective de règlement définitif de toute question qui concerne ces conditions d'adhésion. Donc, la municipalité et la régie se sont entendues pour que la Convention mette également un terme de façon définitive à toute réclamation ou opposition, soit connue ou inconnue à cette date-là. Et ça concernait les dépenses ou charges citées aux articles 10, 11, 14 et 16 de l'entente.
pour la période 2016 à 2020. Donc, je propose qu'en remplacement des modalités relatives au paiement d'adhésion, qui était au montant de 66 000 en date d'aujourd'hui, que la municipalité accepte de payer à la régie un montant de 41 789,50 $ dans un délai de 30 jours, montant qui sera prisé en partie à même le fonds général pour 9 467 et 32 022 au surplus cumulé. Et donc, ainsi, après ce règlement, la régie donnera quittance définitive à la municipalité pour la balance des frais d'adhésion qui sont exigibles jusqu'en 2031. Donc, ça mettra fin à cette mésentente, ce différend, en réglant tous les montants que je viens de dire. Et donc, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général à signer la convention de transaction et la quittance. Merci. Problème de régler. J'invite maintenant la conseillère Diane Morin à nous présenter le prochain point. Oui. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents, qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente, que la municipalité du canton d'Harford est un organisme public visé au paragraphe 4 de cette loi, qu'elle désire utiliser le système de gestion de l'application de la loi sur les archives GALA pour l'élaboration et la soumission de ces règles de conservation. Je propose d'autoriser la greffière à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier et cette modification à l'approbation de BAN. Voilà. Merci. Angélique, M. Bisson, pour le prochain point. Oui, alors, contrat solution pour la gestion documentaire de la municipalité. En considérant que le logiciel actuel pour les archives est désuet et que l'entreprise n'offre plus de mise à jour, et ce depuis plusieurs années, considérant qu'il est obligatoire, selon la loi, d'avoir un plan de classification ainsi que le calendrier de conservation de la municipalité et de le faire approuver par Banque et Archives nationales du Québec, considérant qu'il est nécessaire de mettre en place un système de classement efficace autant pour les fichiers numériques que papier, considérant que la municipalité se doit de respecter la loi 25 concernant la confidentialité et la sécurité des données, considérant qu'il est nécessaire d'améliorer l'efficacité des employés et de minimiser la perte de temps avec, entre autres, l'automatisation de la gestion documentaire, considérant que 4 demandes de prix ont été reçues pour une solution de gestion documentaire de la municipalité, considérant qu'une seule entreprise recevait que des commentaires de clients satisfaits et que la solution répondait aux besoins de la municipalité. Je propose donc de ratifier la conclusion d'un contrat de service professionnel pour la gestion documentaire papier et numérique de 3 ans avec l'entreprise Indexio pour la solution des M-Files. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 37 166 $, toutes taxes incluses, pour l'achat de la solution M-Files, incluant la mise en œuvre, l'installation, la formation et la maintenance et l'assistance informatique, montant étant puisé à même le fonds de roulement et remboursable sur une période de 3 ans, ainsi que le coût annuel pour la première année de 23 licences et du module archivistique pour un montant de 15 602 $, toutes taxes incluses, montant étant puisé à même le fonds général. Le coût annuel pour la deuxième année est de 18 126 $, toutes taxes incluses, et pour la troisième année, le montant est de 18 637 $, toutes taxes incluses. Je propose d'autoriser le directeur général à signer tout document concernant ce contrat de service professionnel et la greffière à signer tout autre document pouvant donner effet à la présente résolution. Bien, bien complet. Merci, M. Wilson. Alors, M. Lauzon, vous avez une... Oui. Dans un autre sujet. Tout à fait.
Alors, on va parler ici de sentiers de randonnée pédestre. Alors, il s'agit du Conseil de sport loisirs de l'Estrie, plus simplement appelé CSLE, et des sentiers de l'Estrie qui ont coordonné un projet de concertation régionale menant à l'élaboration d'une politique régionale de sentiers de randonnée. Considérant que ce projet a fait l'objet d'une vaste démarche participative à laquelle la MRC a pris part, de même que toutes les autres MRC de l'Estrie, considérant que cette politique régionale consiste à assurer la présence, la durabilité, la pérennité des sentiers de l'Estrie ainsi que leur développement et vise également la prise en compte des sentiers de randonnée dans la planification et l'aménagement du territoire. Considérant que le CSLE, en collaboration avec Tourisme Canton de l'Est, coordonne actuellement l'élaboration d'un plan directeur régional de randonnée pédestre. Considérant, je vais en sauter un peu, considérant que la politique régionale et le plan directeur contribueront à faciliter l'obtention de financement pour la réalisation de projets de pérennisation et de développement de sentiers de la région, et qu'il cadre avec le plan Nature 2030, je propose que le Conseil reconnaisse l'importance des sentiers de randonnée pédestre estriens comme infrastructure donnant accès à la nature, au paysage et favorisant de saines habitudes de vie. Je propose d'appuyer la politique régionale de sentiers de randonnée pédestre en Estrie. Je propose que le Conseil confirme sa collaboration à l'élaboration d'un plan directeur régional de randonnée pédestre qui permettra d'identifier les actions qui serviront à concrétiser la politique et ses orientations. Et je propose que le Conseil confirme son intention de collaborer à la mise en œuvre dans la mesure des priorités et des moyens de la MRC et que copie de cette résolution soit transmise à la MRC et aux municipalités locales de la MRC. Alors, on parlait de sentiers pédestres. Oui, merci. Vraiment, c'est une grande mobilisation des municipalités de la région sous le leadership du Conseil du sport loisirs. Merci beaucoup. Ça nous amène au prochain point. Donc, il y a une décision à prendre. J'invite Mme Leblet à nous en faire lecture. Oui. Considérant que la Corporation de ski et golf de Wofford prévoit les 4 événements suivants au centre du ski, le 15 février prochain, la Coupe des Trois Sommets, du 14 au 16 mars, Ski d'Ali, le 29 mars, après-ski 1976, et du 12 au 14 septembre 2025, le Festival de bière de la Grande Coulée. Considérant les articles 129 et 133 de notre règlement concernant les nuisances, la saine administration et le bien-être de la collectivité, je propose d'autoriser cette corporation à permettre l'accès à son site du centre de ski pour les événements que j'ai mentionnés précédemment. Merci beaucoup. Donc, on a une résolution administrative qui suit, qui est présentée par Mme Jadla concernant le changement de projet. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est concernant une demande de subvention au Fonds Région et Ruralité, FRR, volet 2. Donc, en 2022, la municipalité avait reçu une confirmation d'aide financière de la MRC de Melfray-Magog pour un montant de 150 000 $ pour la construction d'un pavillon communautaire, dont on a parlé tout à l'heure. Étant donné que la municipalité ne sera pas en mesure de réaliser le dit projet dans les délais qui sont prévus à ce programme et que d'autres projets pour le bénéfice de la communauté seront réalisés au cours de l'année 2025. Donc, je propose que la municipalité abandonne la demande de subvention pour le projet de pavillon communautaire dans le cadre FRR pour les deux, que la municipalité ainsi autorise la trésorière à retourner la portion de la subvention qui a été reçue de la MRC pour un montant de 67 500 $ et d'autoriser le directeur général à déposer une nouvelle demande d'aide financière au même fonds FRR volet 2 de la MRC pour le projet de construction du prolongement du trottoir dans le secteur du cœur villageois, projet qu'on appelle segment C. Donc, en fait, c'est en face d'ici, on a un trottoir qui va jusqu'au Chéribourg, jusqu'à la rue des Cerises. Des cerises, merci, je te regarde parce que c'est là où... Cerisiers. Des cerisiers. Donc, ce trottoir va continuer, le projet segment C, c'est pour continuer ce trottoir jusqu'à l'intersection du chemin de la montagne. Merci. Alors, une prochaine résolution du Conseil municipal ce soir est présentée par M. Brisson, le point 13. Alors, la résolution vise l'amélioration de la couverture cellulaire. Alors, considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les
résidents et visiteurs, considérant que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique, et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones de couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que la procédure du CRTC impose les conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement, afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre fournisseur lorsqu'un service est disponible. Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les fournisseurs à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul fournisseur limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. Je propose de demander aux 4 principaux partis politiques fédéraux d'inclure dans leur plateforme électorale, dans la prochaine élection fédérale, l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. Également de transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat, et de transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Merci. Ça va? Non? On continue à 2.14. Je prendrai une proposition. Madame Blais? Bien oui. Considérant la démission de la conseillère Roxane Ouellet, siégeait sur le comité consultatif de développement du cœur villageois, considérant qu'il y a lieu de nommer un autre membre à ce comité, donc je propose de nommer Mme Diane Voirin, conseillère, afin de siéger au comité consultatif de développement du cœur villageois, et ce jusqu'au 2 novembre 2021. Excellent. Passons maintenant aux finances. Donc, effectivement, approbation des comptes à payer. J'invite Mme Boivin. En faire part. Considérant l'article 204 du Code municipal du Québec relatif au paiement des dépenses de municipalité, je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 648 339,61 $ en date du 31 décembre 2024. Excellent. Passons à l'urbanisme. Nous avons 4 décisions à prendre ce soir. Donc, j'invite la présidente aussi, Mme Blais, à prendre la parole. Oui, la première décision concerne une demande de PIA soumise par M. Sébastien Gouret pour le 2261 chemin du Parc. Le requérant souhaite installer une enseigne posée à plat sur la façade avant du bâtiment principal. On peut voir c'est l'ancien restaurant, la Coulerie, oui, au 2261 chemin du Parc. Que le projet est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que ce règlement fait notamment mention des éléments suivants dans le secteur du cœur villageois: prévoir une intégration harmonieuse, une qualité supérieure pour toute intervention, renforcer la qualité visuelle, viser une harmonie des couleurs et formes, ainsi que des matériaux au niveau de l'affichage. Considérant que le PIA mentionne à titre de critères d'analyse que les enseignes posées à plat sur les bâtiments doivent occuper une proportion harmonieuse par rapport au bâtiment principal, que les couleurs principales de l'enseigne sont neutres et que celles-ci doivent s'harmoniser aux couleurs du cadre bâti, et que les dimensions de l'enseigne sur les plans soumis à la municipalité par rapport à celles de la porte d'entrée, si on regarde ce qu'on voyait comme dessin pas si longtemps, pas loin, juste à côté. Okay. Considérant les dimensions de l'enseigne sur les plans soumis à la municipalité par rapport à celles de la porte d'entrée, de la façade avant et la hauteur de la toiture, ne permettent pas d'obtenir une excellente intégration de l'affiche sur le bâtiment, ce qu'on peut voir à l'écran.
Considérant que le comité consultatif et le conseil municipal ont étudié le projet en fonction des critères applicables, le conseil municipal estime que le projet respecte les objectifs d'intégration architecturale dans la mesure où certaines modifications sont apportées aux dimensions de l'enseigne. Et le CCU conseillait de refuser le présent projet, considérant que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité d'urbanisme. Je propose d'accepter le présent projet de PIA relatif au projet d'affichage, le tout à certaines conditions, à ce que les dimensions de l'enseigne soient modifiées en respect des exigences suivantes, que la hauteur de l'enseigne soit réduite de manière à offrir un plus grand dégagement entre l'enseigne, la porte et les soffites du toit. La hauteur du panneau de l'enseigne, qui était planifiée à 32 pouces sur les plans qui ont été soumis, devrait être d'au plus 26 pouces, afin de baisser un peu pour qu'on puisse voir comme il faut l'enseigne, alors qu'une hauteur approximative de 38 pouces sépare les portes des soffites. Que la largeur de l'enseigne soit augmentée, de manière à ce que les extrémités de celle-ci s'éloignent du prolongement des lignes verticales de l'ouverture, c'est-à-dire de la porte. La largeur du panneau de l'enseigne, qui était planifiée à 48 pouces, devrait être d'au moins 60 pouces, sans toutefois excéder 78 pouces. Et de faire parvenir la présente résolution pour M. Sébastien Gouret. Merci beaucoup. Donc, j'informe effectivement que ce soit M. Gouret ou Mme Gauthier, les gens qui sont concernés par la décision. Là, que si vous avez des questions, en faire de les retenir pour le point 11 à la période de questions qui est prévue à cet effet. Je vous remercie. Alors, M. Lauzon, à vous la parole pour la prochaine demande de PIA. Oui, alors, un PIA n'implique pas de consultation publique, donc on va directement passer à la décision. Alors, il y a pas mal de considérants, c'est un outil assez complexe, là. Je vais quand même prendre le temps d'en nommer quelques-uns. Alors, considérant que les requérants, Mme Annie-Claude Gauthier et M. Philippe Gazi, je m'excuse, je n'ai pas la prononciation parfaite, souhaitent construire un bâtiment principal, une résidence, en fait, et aménager un aire de stationnement des endroits sur le terrain où la pente est supérieure à 15 %. Parce qu'on est supérieur à 15 %, ça prend un PIA, par définition, que demande la MRC. Alors, considérant que la pente du terrain est d'au plus 29,3, ce qui lui permet de demander un PIA, considérant que la topographie du terrain présente une pente élevée en bordure de l'emprise de route et un peu plus faible à l'arrière, considérant que les travaux d'aménagement de l'aire de stationnement sont planifiés de manière à suivre la topographie du site, ce qui fait que le modèle du bâtiment prévoit un rez-de-chaussée d'un côté à la ligne avant, adapté à la piste. Grosso modo, il y a un étage de plus d'un côté, l'autre étant souterrain. En considérant que le bâtiment principal est prévu à plus ou moins 20 mètres de la ligne avant, alors que le terrain possède une profondeur de 65 mètres, ce qui permet de minimiser les travaux d'abattage d'arbres et de limiter les impacts sur la végétation. Considérant que le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs et critères du règlement 955, considérant que le CCU en fait une recommandation favorable, je propose d'approuver le projet de PIA visant la construction d'un bâtiment principal incluant les travaux d'aménagement d'une aire de stationnement à un endroit où la pente du terrain est d'au plus 29,3 %, le tout pour le lot 5 871 422, adjacent à l'impasse du Cap, zone R42. Alors, je propose de faire parvenir la présente résolution à Mme Annie-Claude Gauthier et M. Philippe Gazel. Bien. Parfait. La décision est prise. Ça va pour tout le monde. On a discuté, vous savez qu'on discute de ces décisions-là d'abord en rencontre. Donc, on a débattu longuement. Et la recommandation est unanime lorsqu'on n'arrive pas toujours, mais presque. Alors, à 4.3, on a Mme Jardin, est-ce que vous voulez nous présenter cette décision du Conseil ce soir? Donc, c'est la dernière décision concernant un PIA. Donc, c'est une demande de M. Cédric Montminy pour le 2384 chemin du Parc, qui a déposé à la municipalité une demande de certificat d'autorisation de rénovation et réparation du bâtiment principal. Le projet a pour but essentiellement de changer les matériaux de revêtement extérieur actuels du bâtiment et d'ajouter des moulures de couleur noire autour des fenêtres. Étant donné que ce secteur est soumis à un PIA pour l'intégration architecturale du secteur du noyau villageois, afin d'assurer une qualité bâtie supérieure pour toute intervention dans ce secteur, d'assurer une intégration harmonieuse des constructions
et une harmonie des volumes, formes, couleurs, etc. Étant donné que les couleurs des matériaux de revêtement extérieur sont identiques à celles de plusieurs bâtiments dans ce secteur, le projet permet en effet d'améliorer la qualité visuelle du site comparativement à la situation actuelle. Et donc, pour répondre à l'objectif relatif à la valeur paysagère du Mont-Sud, le comité de CCU et le conseil municipal estiment qu'il est souhaitable de prévoir un matériau texturé et en relief sur les murs afin que le matériau de fibrociment s'apparente au bois, donc imitation des baies. Le CCU et le conseil municipal ont étudié le projet et estiment que le projet respecte les objectifs de l'UPIA du cœur villageois si le matériau de fibrociment imite les baies. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'approuver. Les membres du conseil ont pris acte de la recommandation. Et donc, je propose d'approuver le présent projet de PIA concernant le changement des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal, le tout conditionnellement à ce que le matériau de fibrociment prévu sur les murs du bâtiment soit texturé et en relief de manière à ce qu'il s'apparente au bois. Le tout pour la propriété au 2384 chemin du Parc et de faire parvenir la présente résolution à M. Montminy. Merci, Mme Javelin. On va se remettre dans Mme Boivin, le prochain point. Alors, considérant le règlement numéro 951 du zonage et de lotissement et ses amendements, voyons, que ces amendements permettent au Conseil d'exiger une contribution de fin de parc, terrain de jeu, espace naturel et espace vert dans le cadre d'une demande de permis de lotissement ou dans le cadre d'une demande de construction. Considérant que selon ce règlement, la superficie du terrain à céder doit être égale à 10% de la superficie totale du terrain faisant l'objet de l'opération cadastrale ou du projet de construction. Au lieu de la cession d'un terrain, le conseil municipal peut exiger du propriétaire le versement d'une somme d'argent équivalent à 10% de la valeur du terrain pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, ou encore une combinaison des deux formules, terrain et argent. Que ce règlement numéro 951, lorsque le terrain relatif à l'opération cadastrale ou à la demande de permis de construction est situé dans le secteur central et qu'il constitue de l'avis de la municipalité en tout ou en partie un espace vert qui convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou au maintien d'un espace naturel, le propriétaire doit également s'engager à céder gratuitement à la municipalité pour fin de parc, pour fin d'espace vert, une partie de terrain correspondant à 15% de la superficie totale du terrain faisant l'objet de l'opération cadastrale ou du projet de construction. Il est préférable, selon les membres du Conseil, d'exiger les contributions en tenant compte notamment du terrain, des propriétés voisines, des objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité, des caractéristiques naturelles des lieux, des vocations prévues ainsi que du potentiel et de l'intérêt du site à des fins publiques. Je propose d'exiger les projets de lotissement et de construction suivants, les contributions pour fin de parc, de terrain de jeu, d'espace naturel et d'espace vert, comme suit. Le tout comme prévu par le règlement 951 du zonage et lotissement et ses amendements. Alors, pour la propriété de Mme Pascale Sanson et M. Pierre Tessier de la rue de la Tramontane, propriété qui est d'intérêt public modéré, le 15% ne s'applique pas. Une contribution en argent est exigée en 2025 au montant de 9 895 $. Pour la propriété de M. Benoît Savoie, de la rue de la Grande Coulée, propriété qui elle aussi est d'intérêt public modéré, le 15% ne s'applique pas. Une contribution en argent exigée en 2024 est au montant de 6 733,65 $. Pour la propriété de M. Serge Collin, du chemin des Osmondes, le 15% ne s'applique pas, la propriété étant hors secteur central. La contribution exigée en 2025 en argent est au montant de 10 080 $.
Et pour finir, pour la propriété de M. Robert Salois, du chemin du lac à la Truite, le 15% ne s'applique pas non plus, la propriété étant également hors secteur central. La contribution exigée en 2025 est de 8 947,47 $. C'est tout. Excellent. Ça nous amène à 5.1 avec M. Brisson. À vous la parole. Résolution relative à la modification de la résolution numéro 2023-08-383 intitulée Tarifs des bacs roulants. Alors, étant donné que la dite résolution prévoyait un tarif pour les bacs roulants, considérant que depuis le 1er janvier 2025, la municipalité n'est plus responsable de la collecte des matières recyclables, je propose donc de modifier la dite résolution de manière à enlever toute mention au tarif des bacs roulants. Et voilà. Cette décision étant prise, ça nous amène à voler infrastructure. Donc, M. Lauzon a la parole pour un don. Un dôme. Alors, il s'agit de l'achat et de l'installation d'un dôme sur container avec une toile au garage municipal. Il s'agit d'un dôme qui va mesurer 40 pieds par 40 pieds. On parle ici en mesure anglaise. C'est pas plus grand. Et 15 pieds de hauteur sur container avec toile de 610 G. C'est un dôme qui va servir d'entrepôt au garage municipal. Considérant la soumission reçue des entreprises S. Bolduc Incorporé en date du 28 août 24 et portant le numéro 3418. Oui, c'est bon. Alors, je propose d'acquérir et d'installer, de faire installer par les entreprises S. Bolduc un dôme de 40 par 40 à 15 pieds et de 15 pieds de haut sur container avec toile, tel que décrit à la soumission. Merci. Voilà. Ça fait le tour. Nous passons à Mme Blais avec une prochaine décision. Oui, ça concerne l'achat d'une génératrice où la municipalité désire acquérir et installer une génératrice, un groupe électrogène cooler au 6 chemins de la Supérie afin de maintenir le système de communication en état en cas de manque d'électricité. Il faut dire que c'est quand même important parce que les systèmes de communication de police et de pompiers passent justement par cet endroit-là pour les communications, étant donné qu'il y a une antenne ou aussi le chemin de la Supérie. Considérant que des demandes de prix ont été faites auprès de 2 fournisseurs et que l'entreprise MEL Solutions électrotechniques, en date du 4 décembre 2024, a proposé une solution, le numéro est 1544, qui est la plus basse. Donc, je propose d'acquérir et d'installer par cette entreprise-là une génératrice, le groupe électrogène cooler, au 6 chemin de la Supérie, pour un montant de 24 578,04 $, toutes taxes incluses, montant puisé à même le fonds de roulement et remboursable sur une période de 3 ans. C'est vous qu'on paye le 4 sous? Je ne sais pas, on va dire à 5. Merci. Alors, passons maintenant à la résolution en 6.3. Donc, j'invite Mme Jabla à prendre la parole. Oui, présenter. merci beaucoup. Donc, ça concerne la démolition du bâtiment qui est situé au 2301 chemin du Parc. Je pense que c'est important de noter que c'est la municipalité en est propriétaire. Je ne vais pas rentrer dans la résolution, mais donc, la municipalité désire procéder à la démolition de ce bâtiment dont elle est propriétaire. La municipalité a invité 3 entreprises à soumettre un prix et une seule entreprise a soumis un prix. C'est l'entreprise de décontamination IGR Inc., qui est la seule soumissionnaire et qui est conforme. Donc, conformément au règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle de la municipalité, je propose d'accorder le contrat à l'entreprise de décontamination IGR Inc. afin de procéder et à la décontamination et à la démolition du bâtiment qui se trouve sur le terrain situé au 2301 chemin du Parc pour un montant de 24 720 $, toute taxe incluse, conformément à la soumission qui a été déposée le 25 novembre 2024 et le montant épuisé à même le fonds général. Et je propose d'autoriser la mairesse, ou en son absence, la mairesse suppléante, la traitière, à signer tout document relatif à cette résolution. Merci. Je vais laisser la conseillère Diane Morin nous présenter le 6.4. Oui. Alors, considérant que la municipalité désire faire procéder au contrôle de la qualité des matériaux relatifs aux travaux de construction du segment D du sentier polyvalent Route verte, considérant qu'une demande d'offre de service a été faite auprès de 3 entreprises
l'entreprise Englobe a soumissionné au montant de 16 061,43. L'entreprise FXN Innove Incorporée au montant de 16 957,55. Et finalement, Solmar Tech a soumissionné au montant de 19 498,89. Considérant que l'entreprise Englobe est la plus basse soumissionnaire, que le règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle de la municipalité du canton d'Harford, je propose de mandater l'entreprise Englobe pour les services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux concernant les travaux de construction du segment D du sentier polyvalent Route-Ville pour un montant de 16 061,43 $, toutes taxes incluses. Le tout tel que décrit à leur proposition datée du 14 janvier 2025, montant étant puisé à même le Fonds général de subvention. Excellent. Merci beaucoup. Dernier point en infrastructure et voirie, vente de camions Hino avec M. Brisson. Alors, vente du camion Hino, modèle 195-149 de l'année 2015. En considérant que la municipalité désire vendre le 10 camions afin de le remplacer par un camion semblable mais ayant 4 roues motrices. Considérant l'offre de l'entreprise Granby Hino, je propose de vendre le 10 camions à Granby Hino pour un montant de 48 289,50 $, toutes taxes incluses. Merci. En sécurité publique, nous avons une résolution à prendre. J'invite M. Lauzon à prendre la parole pour nous présenter. Oui, alors il s'agit de l'application Survie mobile COSA, qui était, la municipalité avait signé en octobre 2022 une entente de service pour cette application avec le centre d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches pour les années 2023 à 2025. Il s'agit d'un service relié au service incendie. Comme le service a été transféré à Magog, considérant que les frais annuels de 2025 sont de 3 541,57, considérant que le 15 décembre 2024, la municipalité du canton mettait fin à son service incendie et qu'une entente est intervenue avec la ville de Magog pour la desserte. Considérant qu'il y a lieu de mettre fin à l'entente de service intervenue avec la centrale d'appel d'urgence, je propose que la municipalité du canton d'Harford informe la centrale d'appel qu'elle met fin à l'entente du service pour l'application Survie mobile intervenue entre les parties en 2022 et que conformément à l'article 11 de la dite entente, la trésorière soit autorisée à rembourser en termes de pénalité un montant de 1 770,79 $ à l'organisme COSA, soit 50 % de la somme qui était initialement prévue. Voilà. Ça fait le tour. Merci, M. Lauzon. Donc, on a un règlement adopté ce soir. Mme Blais nous en faire part. Oui, c'est l'adoption du règlement 985 qui est relatif à l'imposition des taxes, à la tarification et à la fixation d'un taux d'intérêt sur les arrérages de taxes, le tout pour l'exercice financier de l'année 2025. Considérant les pouvoirs dévolus aux municipalités par le Code municipal et la loi sur la fiscalité municipale, considérant que la municipalité a par ses différents règlements d'emprunt prévu d'imposer et de prélever annuellement les compensations, les tarifs et des taxes spéciales, que le budget préparé par le conseil municipal prévoit des dépenses de 13 523 743 et des revenus égaux à cette somme. Il y a donc plus d'imposer différentes taxes aux fins de payer une partie des dépenses qui ont été décrétées par le budget. Un avis de motion a été donné à cet effet par M. Alain Brisson à la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. Considérant que le présent règlement a été remis aux membres du Conseil et que ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, donc je propose d'adopter le règlement 985. Adopté à l'unanimité? Eh oui. Ouais, personne ne demande le vote? Bien. Alors, ça fait le tour des décisions que nous allions prendre ce soir. Donc, une période de questions là, pour les sujets qui ont été traités. Est-ce que des questions à distance dans la salle? Ah oui, quand même. On vous invite à venir à l'avant. Bien. Bonsoir, François Roberge. Concernant l'octroi de contrat pour la déconstruction du 2310 du parc,
Au comité consultatif sur la transition écologique, on avait suggéré qu'il y ait des critères par rapport qui favoriseraient une approche qui permette le tri à la source et favoriser le recyclage des matériaux qui vont être démolis. Est-ce que la proposition qui a été faite, puisqu'ils ont été les seuls, comprenait cette approche-là de tri à la source? Est-ce que vous le savez? M. Lambert? Vite à- Votre question, c'est oui. Le mandat implique, quand on parle de décontamination, c'est parce que le bâtiment, il y a de l'amiante. OK? Donc, ça, c'est le volet décontamination. Et parmi les exigences qu'avait respecté l'entrepreneur, il devait effectivement récupérer les matériaux. Donc, soyez pas surpris, par contre, si vous voyez la méthode de travail, ça va finir tout dans un conteneur pareil et ça va être trié par la suite. OK? Parce que la question est bien simple, c'est que s'il fait la déconstruction sur le site, c'est des employés de construction avec leur carte qui vont coûter 80 et quelques dollars de l'heure, tandis qu'en site de transbordement, ben là, c'est des employés avec une main-d'œuvre moins chère. Donc, mais on va s'assurer du suivi, là. Une fois que c'est rendu dans les conteneurs, que le tri est bel et bien fait, mais ça faisait partie des obligations qu'avait respecté l'entrepreneur. Parfait. Merci. Maintenant, en tant que président de SUNIR, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier, non seulement pour votre contribution, votre subvention qui a été la subvention qui a été accordée, mais aussi pour la collaboration dans la recherche de locaux, parce que c'est un enjeu. On a beaucoup de difficultés à trouver des endroits. Alors, jusqu'à date, la collaboration est formidable et déjà, le Bricole Café a repris. Une trentaine d'appareils ont été réparés depuis 2 mois, donc ça va bien. Les échanges de services avec Équitalent se poursuivent et on est sur le point là, d'engager une personne contractuelle pour démarrer notre service de ressources tech, donc le prêt d'outils et d'équipements pour éviter que les gens achètent toujours des appareils qu'ils vont utiliser une fois par 5 ans. Donc, la ressource tech, ça va être une des priorités qu'on va avoir aussitôt qu'on va pouvoir utiliser la subvention avec la personne qui va être engagée pour démarrer ça. Merci beaucoup. Bienvenue, puis on salue votre travail, franchement, de tous les bénévoles. Merci. Acceptez nos salutations. Donc, on va continuer sur cette voie-là. Hein? Alors, il y a une question juste de M. Goret, c'est ça, à distance? M. Goret, pouvez ouvrir votre micro? Je vous écoute. Oui, Bonsoir. oui, vous m'entendez? Oui. Oui, vous m'entendez? Je voulais simplement profiter de l'occasion. Je sais pas, c'est le bon moment. On est à la fin pour. Je vais pas poser de questions, simplement me présenter. OK. Alors, la caméra, je pense que c'est vous qui l'a bloquée de votre côté. Je voulais. Moi, j'arrive pas à l'activer. Ah, ça y est. Parfait. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir, M. Goret. Donc, très, très rapidement, donc, effectivement, je suis Sébastien Goret. Vous avez voté la mention pour mon panneau de la future boulangerie à l'emplacement de l'ancien restaurant La Causerie. Je voulais simplement profiter de cette occasion pour vous expliquer en 2 secondes, parce que je sais qu'il est tard, vous êtes tous pressés, en 2 secondes l'essence du projet. Donc, l'idée, c'est de faire une boulangerie, mais pas seulement une boulangerie. On fait une boulangerie inclusive puisqu'on travaille essentiellement avec des personnes en besoin particulier, des autistes, des personnes qui sont éloignées du milieu du marché du travail. Donc ça me semblait important de mettre ça, de vous présenter ce projet-là. Et c'est aussi un projet qui nous tient à cœur, puisque on est concerné de près par l'autisme pour un de nos enfants dans la famille. Et puis on vient amener aussi une particularité sur notre boulangerie, c'est qu'on travaille qu'avec des fournisseurs, 80%, pour être très honnête avec vous, pas 100% malheureusement, on ne peut pas, mais 80% de fournisseurs qui sont à moins de 50 km de notre boulangerie. Donc voilà, on voulait valoriser ça aussi. Donc on a pour objectif d'ouvrir d'ici la première, voire deuxième semaine de février, si tout se passe bien. Voilà. Eh bien, bravo, franchement. Très inspirant, puis n'hésitez pas pour quoi que ce soit, pour Avec l'inauguration plaisir. aussi. Ça va me faire plaisir. Merci. Merci de votre accueil. Bienvenue, M. Goret. Au plaisir d'échanger. Au plaisir. Avec plaisir. Bonne chance dans votre projet. Nous serons Merci. solidaires. D'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Parce que même s'il est tard, c'est le temps. Il y a un temps pour... Donc, à distance, non, ça fait le tour. En présence aussi. Donc, Madame Javelin, vous avez quelque chose à nous dire?
pour lever cette assemblée? Oui, je voulais juste rappeler qu'il y avait la fête des flocons le 1er février, organisée par Orfeu 3.0, donc essentiellement au parc. Donc, je vous invite tous à venir profiter de l'hiver. Et merci à Orfeu 3.0 pour l'organisation. Et donc, je propose de lever l'assemblée et je vous souhaite un bon hiver. Alors, tout le monde, on se revoit dans 2 semaines de février. Au revoir. Merci de votre présence.